Bonjour Raphaël Enthoven. Bonjour. Philosophe, essayiste, chroniqueur à la radio. On adore vos chroniques. Les voici imaginées. C'était passé sur Arte. C'était quoi, 100 secondes 100 à chaque secondes de chronique. philo, réalisé par Philippe Truffaut. 100 secondes, Ouais. c'était ça le pari. C'est le temps d'une histoire et d'une conclusion. 100 secondes pour parler de la vie, de la Ouais. mort, des mystères, de la vérité, du bonheur. Oui, on a voulu être elliptique sans être concis. Il fallait vraiment choisir les mots. C'est très très long de faire court, hein. Le temps mis à trouver des mots simples pour dire simplement quelque chose de difficile à comprendre était un temps fou, Ouais. et un temps merveilleux. Les dessins de Shen Jiang-hong. Oui. Et puis, on s'adresse à qui? Aux ados, aux enfants, pour ouvrir au mystère comme ça. Alors, on s'adresse aux enfants que nous sommes. C'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on s'adresse à la partie de nous-mêmes qui n'a pas renoncé à s'étonner des choses qu'elle a l'habitude de voir. Voilà. Vous n'avez pas renoncé à vous étonner de prendre l'ascenseur, d'être mal à l'aise quand vous prenez l'ascenseur avec quelqu'un. Vous n'avez pas renoncé à vous étonner du fait que quand on sonne à l'interphone, on dise « c'est moi ». Toutes ces choses-là qui sont stupéfiantes quand on s'y penche sont des choses si habituelles qu'en général, on les vit sans y penser. Eh bien, l'objet du livre est uniquement d'attirer l'attention sur ces moments qui sont de l'or possible et que nous négligeons. Ouais, quand par exemple on prend, c'est très beau, à l'image d'ailleurs des dessins du livre, les porcs épics. Ah, les porcs épics, c'est évidemment, très beau, oui. Ils vont C'est essayer une histoire de alors voilà, s'attirer, de se comprendre, mais ils se piquent. Ah, c'est une histoire de Schopenhauer. Les porcs épics en hiver ont froid, comme tout le monde, donc ils se rapprochent. Le problème, c'est qu'ils ont des piquants, donc ils se piquent, donc ils s'éloignent. Mais s'ils s'éloignent, ils ont froid, et donc ils se rapprochent, et ainsi de suite. Et les porcs épics, dit Schopenhauer, vivent en accordéon. Or, nous en sommes tous là. Notre besoin de chaleur nous rapproche des autres, mais ses opinions politiques, l'odeur de ses chaussettes, ses sales manies, etc., tout ça nous en éloigne, c'est l'équivalent des piquants. Et donc Schopenhauer dit, nous sommes comme les porcs épics, à ceci près que nous avons trouvé la juste distance entre nous, qui est la politesse, Ouais. qui nous permet d'être prêts sans nous piquer. C'est un peu la même histoire que vous racontez, c'est par exemple le papillon et la bougie. C'est-à-dire qu'au fond, pour aller chercher la vérité du feu, en s'en approchant trop près, on se brûle. On se brûle les ailes. Le papillon tourne autour de la bougie. Il voudrait sentir la flamme, épouser la chaleur de la flamme de l'intérieur, mais il sait qu'il va se brûler les ailes. Et Vladimir Jankélévitch, dont je m'inspire pour cette petite histoire, en tire une conclusion qui est que on est obligé, on ne peut pas être et savoir en même temps. On ne peut pas éprouver et penser à la fois. On ne peut pas être à distance de la chose qu'on pense tout en éprouvant la chose qu'on pense. Tout l'enjeu, c'est d'être et de savoir en même temps, ce qui n'arrive que dans des moments très rares de la vie. Mais la plupart du temps, on est comme le papillon. On regarde la flamme, on voudrait la sentir, mais si on la sent, on se brûle les ailes. Oui, oui. Et alors ça veut dire qu'on n'aura jamais la vérité absolue? Non, ça veut dire que notre sinon on se brûle. Ça veut dire que notre position en ce monde est une position essentiellement inconfortable. C'est la position du spectateur engagé. Nous sommes témoins du monde, nous rencontrons le monde et pourtant nous en faisons partie. On a les pieds dans le spectacle que l'on continue de regarder de l'extérieur. Et c'est cet inconfort d'où naît justement l'entreprise de réfléchir. La philosophie elle-même est née de cette fausse distance entre un individu et le monde qu'il regarde. C'est par exemple le texte s'appelle « Parce que », au fond, qui dit il y a toujours une question sur une question. Ah oui, bien sûr. Parce qu'au fond, c'est ça. C'est une histoire que raconte Spinoza, et je dois dire, le texte m'est venu d'un adage qui était sur les boîtes de Trivial Pursuit quand j'étais petit, qui disait que toute phrase est une réponse à une question. Et Spinoza raconte l'histoire d'une tuile qui tombe sur la tête d'un type qui passe par là. Et les gens disent « Mais pourquoi la tuile est-elle tombée ?» Elle est tombée pour le tuer. Elle est tombée pour le tuer. Celui qui dit pourquoi présume qu'il était écrit que la tuile tomberait au moment où le type passerait. Il refuse la possibilité d'une simple série aveugle de causes et d'effets. Derrière ça, il y a l'idée que la question pourquoi est une très mauvaise question, parce que celui qui la pose ne veut pas savoir pourquoi les choses ont lieu, mais il présume qu'il y a un sens derrière ce qui arrive et il nous met en situation de le reconnaître. C'est le jeu des enfants. Pourquoi les enfants demandent pourquoi à leurs parents? Pas pour connaître la réponse, mais pour vérifier qu'ils n'ont pas réponse à tout. Oui. Et c'est exactement ça qui est en jeu. Donc c'est une critique de la question pourquoi. Oui. Ce qui, quand on enseigne la philo, est paradoxal. Ce qui est formidable, c'est que parfois c'est des petites fables. Hein. Oui. Alors il y en a une que j'adore, c'est la clé dans le vin. Au fond, elle nous dit quoi, cette fable, on va dire? C'est beau ça. Où Ça, est la vérité? Parce que deux personnes peuvent goûter le même vin et sentir un goût différent. Deux personnes goûtent le même vin. L'un lui trouve un goût de fer, l'autre lui trouve un goût de cuir. On se moque de ces experts du dimanche qui ne sentent pas la même chose. On vide le tonneau et on découvre au fond du tonneau une clé à lanière de cuir. La morale de ça, c'est une histoire qu'on trouve dans le Don Quichotte, la morale de cela, elle est magnifique. Elle est que deux personnes qui s'opposent, ou deux personnes qui ne sont pas du même avis, s'opposent moins qu'elles ne se complètent. Oui. De fait,
l'opinion du type qui sentait du cuir complétait avantageusement l'opinion du type qui sentait du fer. Et c'est ainsi bien souvent dans les débats. On croit qu'on est en désaccord alors qu'en réalité, on devrait juste mettre la vérité en partage. Oui, c'est magnifique. Raphaël Enthoven, je sais pas, je prends des petites phrases comme ça qu'on trouve dans le livre. Par exemple, ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. Ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. Alors ça, c'est révolutionnaire. C'est une phrase de Nietzsche et c'est tout à fait révolutionnaire, notamment par exemple en ce qui concerne l'existence de Dieu. Parce que vous pouvez très aisément démontrer l'existence de Dieu. Il suffit de partir de votre propre imperfection. Vous êtes imparfait, je suis imparfait. Oui. C'est comme ça. Et donc c'est la preuve que Dieu existe. Si je suis imparfait, c'est que j'ai l'idée d'une perfection par rapport à laquelle ma propre imperfection sonne comme imparfaite. Or, si j'ai l'idée d'une perfection, elle ne peut pas venir de moi puisque je suis imparfait. Et donc, si j'ai l'idée d'une perfection, cette chose-là doit exister. Sinon, si elle n'existait pas, elle serait imparfaite. Du sentiment de ma propre imperfection, je peux démontrer l'existence de Dieu. Sauf que quand je la démontre, je démontre rien du tout. Je démontre juste que je me suis pris pour le centre du monde. Et surtout, un Dieu qu'on démontre est un Dieu auquel on est privé de croire. Vous ne croyez pas que 2 et 2 font 4, ou que les 3 angles d'un triangle sont égaux à 2 angles droits. Vous le savez. En revanche, vous croyez en Dieu. Et si vous démontrez l'existence de Dieu, vous êtes privé de croire en lui. C'est pour ça que Pascal ou Kant, qui étaient tous les deux croyants, refusaient l'idée même de démonstration de l'existence de Dieu comme une contradiction. Oui, il y a presque de la poésie aussi là-dedans, Raphaël Enthoven. Vous parlez de l'amour, des sentiments, du bonheur. Donc vous dites d'ailleurs, quand le bonheur est là, il est déjà parti pratiquement. Alors ça c'est un peu triste, mais au fond, c'est le bonheur qui est triste parce que et puis l'amour n'est jamais beau quand il est parfait aussi. Vous dites ça aussi. Alors c'est autre chose. Mais avez-vous jamais été heureux sans qu'une petite voix vous dise à l'oreille dépêche-toi mon pote, ça va pas durer. C'est-à-dire, peut-on être heureux sans que notre bonheur soit aussitôt assorti de l'inquiétude que le bonheur s'estompe? Et si c'est le cas, si on est là et qu'on se dit, pourvu que ça dure, au moment même où on jouit moins. Le bonheur, justement, lui-même, est victime de la crainte que le bonheur s'achève. Il n'y a pas de bonheur durable. Et donc, il n'y a... Alors, toute la question est de savoir si, pour cette raison-là, il faut fuir le bonheur au profit de choses plus intéressantes. C'est pour ça, par exemple, que Socrate refuse de coucher avec Alcibiade, parce que ça ne dure pas. Ou bien, est-ce qu'il faut, comme Camus, se dire que pour un homme, il n'y a que des vérités périssables et que ce sont les seules qu'on soit fondé à désirer. Ça, c'est une question de caractère. Oui, ce qui est très beau, c'est qu'on fait des pas vers la sagesse. C'est important, la sagesse. Et puis aussi de se dire... Mais le premier pas, c'est de renoncer à y arriver. Oui. Sinon, on n'avance pas. C'est le point de départ. C'est toujours les contradictions. Si vous vous donnez la sagesse pour but et si vous pensez que vous allez y arriver, votre premier travail pour cheminer en direction de la sagesse, c'est de faire ce deuil-là. Commencez par renoncer à la sagesse, sinon vous n'irez pas vers elle. Le premier signe de sagesse, c'est qu'on sait qu'elle est hors de notre portée. Oui. Puis vous dites, par exemple, aussi, il faut se méfier des gens qui ne savent pas mentir. Ils sont redoutables. Ils sont redoutables. Hein. Oui, c'est comme les amis. Vous savez, c'est comme ces gens qui vous disent, moi qui suis ton ami, je peux te dire la vérité, tout ce que tu as fait, c'est de la merde. Prenant la méchanceté pour de la franchise et la franchise pour le signe de l'amitié. Tout ça est faux, rien de tout ça ne marche et je dis que ces gens-là ne méritent pas les amis qu'ils perdent, effectivement. Parce que je préfère la compagnie d'un courtisan dont je sais qu'il me flatte à celle d'un faux ami dont l'amitié prend la forme exclusivement d'une critique systématique où il voit le signe de la franchise et de l'intérêt. Ah ouais, vous citez Spinoza, Schopenhauer. Et on est dans le monde d'aujourd'hui, Raphaël Enthoven, parce qu'il y a un moment, il y en a, un texte que j'adore, finalement, vous opposez la démocratie à l'ordre moral, à travers une histoire qui parle au monde d'aujourd'hui, à la société d'aujourd'hui. Tout le monde a vécu ça. Imaginez une situation d'adultère. Voilà, imaginez que vous trompez votre conjoint. Bon. Il y a et que pour cette raison, votre conjoint choisisse de lire votre journal. Il y a 2 possibilités. Qui désavouez-vous? Qui désapprouvez-vous? Est-ce qu'on désaprouve l'adultère ou est-ce qu'on désapprouve l'indiscret? Et derrière ça, il y a une décision fondamentale. Si l'adultère est plus coupable que l'indiscret, ça veut dire qu'un crime est plus grave que les méthodes mises en place pour le dévoiler. Ça veut dire qu'il n'y a plus de présomption d'innocence. Et c'est l'ordre moral. Si en revanche, c'est l'indiscret qui vous semble impardonnable, eh bien ça veut dire que devant un tribunal, certaines preuves doivent être correctement obtenues sous peine d'être invalidées. C'est la démocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait passer le crime avant toute chose et avant ça veut dire que l'ampleur du crime, ça veut dire que l'ampleur du crime est telle
que les méthodes de celui qui met le crime à jour sont aussitôt validées par le crime lui-même. Prenons un exemple. Oui, c'est-à-dire que c'est la fin de la démocratie. Souvenez-vous par exemple de l'histoire Cahuzac, c'était très intéressant. Si Cahuzac avait été innocent, ça peut arriver parfois. Pas pour lui, mais enfin ça peut arriver. Si Cahuzac avait été innocent, tout le monde serait tombé sur les méthodes de Mediapart, en expliquant qu'ils ont joué avec la présomption d'innocence, qu'ils ont machin, qu'ils ont fait que leurs méthodes ne sont pas des méthodes d'enquêteurs, enfin bref. Donc tout le monde serait tombé sur Mediapart. Mais comme Cahuzac était coupable, personne n'est tombé sur Mediapart et tout le monde les a remerciés. Or, le système où la vérité finale valide ou invalide rétroactivement les méthodes est un système antidémocratique. Des méthodes sont recevables ou ne le sont pas, quel que soit le résultat d'une investigation. On a inversé les choses. Celui qui l'avait fait d'ailleurs, c'était Jean-Marc Ayrault en position de Premier ministre, tellement emmerdé d'avoir un ministre pourri dans son gouvernement, qu'il a dit « Mediapart a fait le boulot ». Non, Mediapart n'a pas fait le boulot, parce que Mediapart avait des méthodes qui, en elles-mêmes, devaient être désavouées, quelle qu'en soit la conclusion. Et il me semble qu'on oublie cela en démocratie. Ouais. Ce qui est beau, c'est que vous vous appelez à s'enivrer, à être fou. Il y a un peu de ça aussi dans votre regard. C'est-à-dire que l'homme ivre a quand même un coup d'avance sur l'homme sobre. Je ne sais pas si vous êtes vous-même amateur d'alcool, mais c'est très difficile d'être bourré sans le savoir. Oui. J'ai jamais vu quelqu'un de bourré qui l'ignore. Je connais des tas de gens sobres qui pensent qu'ils sont lucides pour cette raison-là. Ça, c'est vrai. Oui. Et pardon, mais de ce point de vue, l'homme ivre a au moins un coup d'avance. Lui sait qu'il délire. Nous, sobres, pensons que pour cette raison-là, nous ne délirons pas. Mais je préfère un homme ivre, conscient de son propre délire, à un homme sobre qui dit n'importe quoi avec le sang-froid. Merci, Raphaël Enthoven. Merci à vous. Ça s'appelle imaginer. Je vais encore citer une phrase. Il faut savoir être fou pour croire que l'on peut être sage. Oui. C'est vrai. En fait, c'est Socrate, quand il refuse de coucher avec Alcibiade, au nom du fait que ça ne va pas durer. Je me dis, mais enfin, qui est assez fou pour être aussi sage? Pas moi. Merci Raphaël Enthoven. Donc c'est publié aux éditions L'École des loisirs. Voilà, c'est vraiment formidable. Lisez tout ça, vous pouvez lire à vos enfants aussi. Imaginez. Merci Raphaël. Merci à vous.